Bienvenue à tous pour ce premier webinaire chez HubConnect. Et on a accueilli Adrien, pour ceux qui le connaissent sur ce serveur AD, pour nous parler de la signature électronique, de sa boîte, de son parcours. Et pour mieux le connaître, on va commencer par la chose qu'on n'a pas préparée. J'ai 10 questions à te poser. Tu réponds rapidement. Comme ça, Il n'y a rapidement. pas de oui, mais non. Attends, attends. C'est un ou deux. Ok, ok. Beyoncé ou Eminem? Eminem. Thé ou café? Café. Café. Travailler tôt ou travailler tard? Travailler tard. Elon Musk ou Xavier Niel? Niel. Euh, Lord Joker? Non, c'est pas moyen. Pas de bambouserie Euh, ici. Xavier Niel. Euh, Abonnement annuel ou abonnement mensuel? Abonnement mensuel. Open source ou logiciel propriétaire? Oh, dur. Propriétaire. YouTube ou TikTok? Oh, YouTube. Celui. Les clients d'abord ou ton équipe d'abord? Mais elle est dure celle-là. Mon équipe d'abord. Les haricots ou les haricots? Les haricots. Zoom ou Google Meet? La fameuse Google Meet. Quand même. Ok. Euh, Team Zoom ici. Des années que j'ai passé à payer. Si seulement je pouvais. Bah Si oui. Zoom, peut-être un jour, dans 50 ans, lorsqu'on sera célèbre, veut nous faire un sponsor, Dans 50 j'ai ans, déjà donné quand... beaucoup Oui, trop bien sûr. d'argent. Oui. Google Meet, c'est bien, c'est gratuit aussi, ça aide pour le début et tout. Voilà, c'est... Ça se comprend. Ok. Donc, Adrien, est-ce que tu peux un peu, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, te présenter, parler ton profil, de ce qui t'amène là, et surtout de Zubi, ce koala qui a amené ce projet entrepreneurial. D'accord. Avant de commencer, qui est Zoubi, le koala qui a ramené ce projet? Histoire de bien, voilà. Moi, je peux pas inventer une histoire comme ça, là, mais voilà, il faut de la matière. Donc, qui est Zoubi? Cette personne qui a amené ce projet, qui a créé en toi cette envie d'entreprendre. D'accord. J'ai pas souvenir qu'il s'appelle Zoubi dans mon truc, mais bon, ma foi, on l'appellera Zoubi pour les besoins de cette enquête. Pas de problème. Aucun problème. Me présenter brièvement. Je m'appelle Adri. Alors, oui, pour la petite, c'est Adriane et pas Adrien. Mais vu que tout le monde fait l'erreur, je n'en tiens plus rigueur depuis. Voilà. Et c'est un petit détail. Voilà. C'est un peu comme si Encore on des appelait parents, encore Google regarder Meet. Non, Dallas, mais hein. oui, oui, mais c'est un peu comme appeler, je ne sais pas, Google Meet Zoom. Tu vois, c'est une erreur de traduction. Tu vois. Voilà, la chose est dite. Voilà, j'ouvre mon cœur. Après le reste, bon, chacun sa pomme. Du coup, ouais, je m'appelle Adrien Frettet. Je suis le cofondateur et président de la société Collable France, qui est une, entre guillemets, agence spécialisée dans le développement logiciel. Et mon côté parcours, j'ai pas fait d'études. Moi, beaucoup travaillé en autodidacte, en freelance depuis assez tôt, et j'ai eu la chance de travailler sur des projets qui étaient toujours très complexes, pour souvent de très grosses boîtes. Et donc, du coup, ça forge beaucoup les compétences, le caractère et toutes les connaissances qu'il faut en fait pour tout ce dont j'ai besoin maintenant tous les jours. Du Voilà. coup, J'ai pas parlé de Zubi. Ah, pauvre Zubi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à, là, tu parles de, tu as commencé à travailler dans des bois, sur des projets assez complexes. À quel moment tu t'es dit, bah, je vais me lancer de mon côté, je vais faire des choses de mon côté, et quels ont été un peu ces premiers projets? Oula. Alors, je vais répondre dans l'autre sens. Les premiers projets sur lesquels j'ai bossé étaient vraiment sur autant des domaines de intelligence artificielle que du machine learning. Avant même ChatGPT, comme on le connaît, tout ça, l'univers agentique qu'on est actuellement.
Et c'était principalement soit du développement de logiciels d'analyse de données, de traitement de données. Donc, c'est-à-dire que du Python, j'en ai quand même craché quand même pas mal. Et ça, c'était quand j'avais 18-19, hein, histoire de, j'en ai 30 maintenant. Et en Oh, le vieux. parallèle, c'était, oh, ça va, ça, le coup du genre. Bah, attends, attends, moi, j'y réponds comme ça, là. Je vais voir. Enfin, mais voilà, dans l'idée, c'est principalement ouais, des logiciels très propriétaires pour des grosses sociétés. Certaines que je peux nommer, d'autres non. Mais c'était bien avant. Voilà, j'ai fait sautiller entre du freelance et du salariat. Le salariat, je ne suis pas resté très longtemps parce que je me suis rendu compte que bah, les projets les plus intéressants n'étaient pas forcément là où il y avait du salariat. Dans mon cas, du moins. Donc, euh, donc voilà à peu près comment j'en suis arrivé là. Et alors, là, si on t'accueille aujourd'hui, c'est plus pour, euh, je suppose, ton gros projet actuel, Ouais. Signatello. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine? Genre, est-ce que tu peux présenter Signatello et ce qui t'a amené dans ce Alors, domaine auquel signer, personne ne penserait? oh, que personne ne penserait, j'ai un gros doute quand même. Signatello, c'est une plateforme qui traite des domaines de la signature électronique, qui est un sujet qui est d'actualité, qui a commencé à être déjà d'actualité il y a maintenant à peu près 4-5 ans, et sur lequel, j'ai envie de dire, sur presque toutes les strates de autant la société actuelle que sur la partie entreprise, business, la signature électronique, en fait, ne fera que se démocratiser et se déployer au fil des années. Et ça ne peut pas faire marche arrière. C'est-à-dire que là, on est dans un tunnel à sens unique, soit tout le monde rentre, ou soit tout le monde rentre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'autres choix. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à Signatello? Du moins, pas tant Signatello, c'est plutôt le domaine de la signature électronique. C'est issu d'une petite histoire. Avant Signatello, dans Colab, on avait travaillé sur un projet qui était une pointeuse de temps, qui est Airlapse. Une pointeuse de temps, bon, elle était assez basique hein, sur une application. Donc, tu commences ta journée, tu pointes, tu finis ta journée, tu pointes, voilà, parce que là, rien de méchant. Et à un moment donné, on s'était posé la question dans les textes de loi, dans certaines professions, et en fait, finalement, tout au fil de l'eau, on devait faire signer des feuilles de temps. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on demande à nos utilisateurs et aux dirigeants d'imprimer chacune des fiches de temps pour ensuite les faire signer à la main par les salariés, pour ensuite, du coup, devoir les stocker quelque part, je ne sais où. On allait regarder un peu ce qui se faisait en termes de solutions de signature électronique dans notre cas et qu'est-ce qui pouvait s'y apprêter les mieux. D'autant plus que dans Airlabs, en termes de budget, on n'en avait pas non plus mis beaucoup. C'était plus un projet pour projet découverte, on va appeler ça comme ça. Euh, et on s'est rendu compte que bah, des solutions de signature, il y en avait. Là n'était pas le problème. Mais en termes d'accessibilité, c'était pas ça. Ça correspondait pas forcément à la façon dont on voulait que ça s'intègre chez nous. Le coût, c'est bête, mais après la signature électronique, c'est pas gratuit. Et c'est pas si simple que ça. Et on s'est posé la question de pourquoi on n'essaierait pas simplement d'intégrer concevoir, techniquement, concevoir notre propre moteur de signature électronique. Et c'est là que le sujet de la signature électronique est rentré un peu est rentré un peu sur la table. Donc, du coup, on a fait beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses, on a regardé beaucoup de textes de loi, on s'est beaucoup renseigné. Et au fil de l'eau, en fait, on a simplement, littéralement, construit notre propre plateforme de signature électronique qui était dans Airlabs à ce moment-là. Signatello n'était pas encore né. Mais le problème, c'est que par la suite, on parlait d'Airlabs. Et chaque fois qu'on parlait d'Airlabs, le seul sujet qui intéressait les gens, c'était la signature électronique. Donc, c'est-à-dire qu'on a Hmm. construit une plateforme et dont le seul truc qu'on avait créé, c'est de dire, mais pourquoi les gens ne parlent que d'un truc parmi toute l'appli, mais c'était ce truc qui revenait vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on nous a conseillé par un moment de dire, ouais, mais vous pouvez pas en faire un truc à part, non? Parce qu'il y a... Bon, moi, j'ai pas besoin d'une pointeuse, mais j'ai besoin d'un logiciel de signature électronique. Et du coup, avec mon associé Noël, on s'est dit, bah allez, on va sortir ce qu'on avait déjà fait d'Airlabs sur tout le moteur de signature électronique, et on va concevoir une plateforme qui entre guillemets, se base sur l'ersatz, entre guillemets, de cette version-là. Entre-temps, elle a énormément évolué. Et c'est là qu'est né Signatello.
Voilà, c'est l'histoire. Comment un side quest devient main quest? Oui, c'était pas prévu, c'était pas anticipé, on l'avait pas du tout calculé. Ça a bouleversé tous nos plans, littéralement, sur toute l'année. En fait, on s'était dit, ouais, on va se concentrer là-dessus. Puis finalement, on a tout viré, tout remplacé et on n'a pas regretté. C'était vraiment la meilleure décision qu'on ait prise, même là, de vue de maintenant, c'est vraiment la meilleure décision qu'on a prise. Et ça, c'est beau. Ah, c'est beau. Je commence un peu à parler de tout ce qui est signature électronique. Comment tu décrirais la signature électronique? Qu'est-ce que c'est pour un utilisateur? Dans quel cas c'est utile? En quoi c'est différent de copier le PNG de ta signature dans le PDF? Le fameux El Famoso, bien sûr. Comment je décrire la signature électronique? Déjà, il faut comprendre, sans rentrer trop dans la technique, que quand on parle de signature électronique, on ne parle pas de signature numérique, on ne parle pas d'un scan de PDF. C'est-à-dire que déjà, voilà, il y a des catégories. La signature électronique, on parle de maths et de chiffrement. On parle de cryptographie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des concepts dans ce domaine-là qui nous donnent des capacités et des possibilités pour pouvoir dire, bah, écoutez, s'il y a quelqu'un de lambda qui signe un document sur papier, on a la possibilité de pouvoir déterminer, par un procédé quand même qui est souvent un peu long et fastidieux, si c'est bien la personne, entre guillemets, qu'on a ciblée, qui a bien signé et apposé, qui a griffonné sur le papier. Quand on parle de signature numérique, donc là c'est l'exemple que tu as posé un peu tout à l'heure, c'est de dire, bon, je prends une image de signature que j'ai générée ou peu importe, ou que j'ai dessinée, et je prends mon image, la cale dans un document PDF, et puis pouf, c'est bon, j'ai signé. Le problème, c'est que ça, même en 2025, une IA peut le faire, hein. Prendre une image de signature et la rajouter sur un document, ça, c'est quand même pas la chose la plus compliquée. Du coup, la question, c'est comment déterminer que la personne qui est censée être signataire du dit document est bien le fameux signataire du dit document. Et ça, dans une signature numérique, c'est pas quelque chose de possible. La signature électronique, ça vient rajouter deux éléments principaux, enfin genre vraiment deux gros éléments, c'est de dire, un, on va rajouter les informations du signataire dans le document PDF, et pas juste de sous-signer. Voilà, c'est vraiment dans les métadonnées du PDF, on vient rajouter des éléments supplémentaires. Et dans tout ça, on vient l'enrober avec un niveau de chiffrement qui vient nous permettre de dire, bah voilà, ce document, un, il a été signé par Madame Dupont à telle date, à telle heure, par tel moyen, et qu'accessoirement, il a été validé par un autre tiers. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à avoir attesté que la signature a bien été présente. Et le tout, c'est que si quelqu'un s'amuse à modifier ce document signé, eh ben, que ce soit détectable et que la signature disparaisse. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un essaie de falsifier le document a posteriori d'une signature électronique, eh ben, ça supprime littéralement la signature électronique. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a plus d'existence, le document n'est plus valide. Là où, justement, dans le cas d'une signature numérique, eh ben, on peut rajouter autant de modifs qu'on veut, pas de problème, hein. Je veux dire, ça ne changera pas grand-chose à la valeur du document. Donc voilà comment moi je définis la signature électronique. Dans quel contexte on a besoin? Eh ben, en fait, c'est simple. Là où avant, il y avait besoin de faire signer un document par quelqu'un, eh ben, on peut remplacer ce procédé manuscrit et de signature numérique par la signature électronique. C'est littéralement ça. Ni plus ni moins. Et bon, j'ai fait quelques recherches pour préparer ce webinaire et même on a déjà eu l'occasion de discuter. Donc, Un peu comme je- ça, je- voilà. ça. Mais avant, je me doutais que bah, mettre un PNG, ça n'avait pas de valeur, enfin, pas vraiment de valeur. Mais d'un autre côté, je disais, bah, c'est quoi l'autre solution? Je suis un petit entrepreneur. Est-ce que j'ai besoin de cette solution à 150 euros par mois hors taxe, micro-entrepreneur, donc plus 20%? Ouais, Ça fait mal. un Euh, petit TVA, ouais. et ça parle toujours de différents niveaux, de différents systèmes pour avoir regardé ta plateforme, mais aussi d'autres. Euh, et du coup, comment on s'y retrouve? Est-ce que c'est très circonstanciel selon ton profil, selon ton budget, selon ton client? Et selon ce que tu dois faire signer, surtout.
C'est ça, en fait, qui est circonstanciel dans la question. Tu parlais tout à l'heure de différents niveaux de signature. Là, on est dans l'un des cas de la signature électronique. C'est que oui, il n'y a pas, c'est juste signature électronique et puis pouf. Elle s'accompagne de différents niveaux qui est toujours circonstanciel par rapport à ce que tu dois faire signer et surtout à qui tu dois le faire signer et aussi de qui tu es. Donc, c'est vraiment cette chaîne en tripartie qui doit bien que, bah, pour une signature électronique simple, par exemple, pour un micro-entrepreneur, bon, on va dire même un petit freelance, un auto-entrepreneur qui fait signer un petit devis à 200, 300, 400, 500 euros, par exemple, pour une prestation, le niveau de signature, par exemple, là, simple, bah, ça suffirait. C'est-à-dire que il y a quand même un risque que bah, le prestataire se fasse flouer ou que le client se fasse flouer, mais à un moment donné, on est sur un niveau, entre guillemets, de risque qui est relativement faible, proportion gardée évidemment, parce que bon, 200 euros, c'est pas rien non plus, mais à proportion gardée par rapport aux autres niveaux, c'est un niveau quand même assez faible. Donc ça peut suffire. Pour faire signer un bail de location, quand on est un agent immobilier, qu'on a un nouveau locataire, ou même si on est propriétaire, qu'on a un nouveau locataire, le niveau de signature simple peut suffire, par exemple. Le deuxième niveau, c'est la signature avancée. La signature avancée, elle admet deux sous-niveaux. Le sous-niveau 1 qui vient rajouter un autre moyen d'authentification supplémentaire, sachant que la signature simple, c'est souvent un seul moyen. C'est juste l'adresse mail en moyen. Enfin, dans la grande majorité des cas, c'est juste l'adresse mail. Le niveau 2.1, c'est ce qu'on va appeler une signature électronique avancée standard. Donc, c'est-à-dire qu'on vient rajouter, en plus du mail, le numéro de téléphone du signataire, par exemple. Là, on est sur des cas qui vont être plutôt sur des profils où, bah, si moi je dois faire signer un devis à 2, 3, 4, 5 000 euros à un client, je vais plutôt tabler sur celui-là. Parce que bon, je dois apporter, finalement, en cas de litige, la preuve que bah, mon client était conscient de ce qu'il signait. Et que la valeur, c'est pas 200 euros. Là, on parle quand même de 3, 4, 5 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'il faut apporter une preuve de consentement, que c'est pas quelqu'un, ou sa secrétaire, qui a simplement ce qui s'est connecté à sa boîte mail pour récupérer le code de sécurité pour le placer au niveau de la signature. Normalement, dans le cas de mon client, je vais devoir, entre guillemets, définir que c'est son numéro de téléphone. Donc, ça, que c'est un appareil physique auquel il détient un contrôle logiquement absolu. Donc, ça veut dire à partir de ce moment-là que bon, bah, c'est bon. Là, on a un numéro de téléphone qui a été validé et on a eu une adresse mail qui a été validée. Donc, je sais que le signataire, bah, c'est cette personne-là et pas quelqu'un d'autre. Le niveau 2.2, lui, vient rajouter une couche qui va être la vérification d'un document d'identité. Là, c'est un peu plus adapté, notamment pour des SaaS, principalement des SaaS ou en tout cas des ça peut être, je vais réfléchir, mais pas tant des associations, mais en tout cas des structures qui ont besoin, qui ne connaissent pas encore leurs clients. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas encore leurs clients. C'est un client qui va arriver de lui-même, qui va sûrement suivre un workflow qui aura été automatisé par justement l'instance en question, la structure, et de dire, bah, je crée mon compte. Et pour pouvoir avoir accès à tout ce qui va me suivre après, donc soit au service qu'on va me proposer, me fournir, etc., eh ben, je dois justifier de l'identité de ma personne, au-delà de simplement mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Je dois aussi dire que bah, l'identité que je représente, donc Pierre Dupont par exemple, je vais rajouter du coup un document d'identité qui sera vérifié par les opérateurs de la plateforme de signature électronique en amont de la signature avant de la poser, de façon à que le client final, ou le prestataire, selon le sens, hein, bah, il puisse simplement se dire, bah, OK, moi, je connais pas physiquement la personne, je ne l'ai jamais vue, j'ai jamais échangé de mail j'ai jamais eu au téléphone, je la connais pas. Mais je sais qu'il y a un service tiers qui a vérifié son adresse mail, son numéro de téléphone, et que la carte d'identité qu'il a fournie correspondait bien aux informations qui sont inscrites sur le contrat, ainsi que la carte d'identité, bah, c'est pas une image générée par IA ou qu'elle a été falsifiée avec du Photoshop euh, et logiquement voilà, usurpée à quelqu'un d'autre. Donc c'est-à-dire que là, on a trois éléments clés de vérification qui nous permettent de dire, bah, OK, ce signataire-là, si jamais il venait à, pour X ou Y raison, créer un litige par rapport au contrat ou au service que je lui ai fait signer, bah, et que justement il nous dit, bon, bah non, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai pris le service, bah, c'est bien votre adresse mail, oui, c'est bien votre numéro de téléphone, oui, c'est votre carte d'identité, oui, bon, bah voilà, c'est bon, c'est-à-dire que c'est vous, là, il y a pas de débat à avoir. Donc ça, c'est le fameux niveau 2.2. Enfin, on a le niveau 3, qui est pour la signature électronique qualifiée. Elle est un peu plus high level, mais en fait, on passe de Il y là. a plus que ça.
Voilà. Mais vraiment, c'est assez élevé et pas pour rien. En termes de services qu'ils utilisent au niveau de signature, on est surtout sur les notaires, les avocats, les banques, les assurances. Vraiment, ça inclut aussi le domaine de les administrations, la santé, les hôpitaux. Voilà. Donc c'est vraiment un peu plus high level, justement. Et eux, ils vont avoir un besoin de garantie que la personne qui est bien derrière a aussi effectué et est aussi à l'origine de l'acte en question. Donc, c'est-à-dire que si jamais je suis un notaire et que je dois, justement, on m'a demandé d'être plus ou moins la personne en charge du dossier de la vente d'une maison. Là, on est sur des volumes qui sont supérieurs à 50 000 euros en moyenne. Donc, c'est-à-dire que j'ai besoin de vérifier l'adresse email, le numéro de téléphone, la carte d'identité et surtout d'avoir une preuve de vie de la personne. Une preuve que je me prends en face de moi avec mon téléphone, je fais des petits mouvements de Ah. tête, je dis que c'est voilà, le fameux oui, alors pas preuve de vie dans le sens film d'action où Oui. tu coupes un doigt et que voilà, non, c'est un autre genre de preuve de vie ça, on est Dommage. vraiment dans notre genre. Mais voilà, c'est qu'on va avoir besoin d'une preuve de vie, light, hein, je précise, pour pouvoir dire ok, vous venez de signer l'acte de vente, admettons, de votre maison ou pour acheter une maison et que si jamais en cas de litige, vous considérez ou entre guillemets, oui, si vous considérez auprès du tribunal que vous n'avez pas signé parce que ou que vous n'étiez pas consentant lors de la signature, le problème c'est que vous avez vérifié un numéro de téléphone, une adresse mail, vous avez déposé une carte d'identité et en plus de ça, on vous a fait faire une vidéo de vous effectuant des actions qu'on vous a demandé de faire. Et c'est notamment le cas sur la création de comptes bancaires ou de comptes de sociétés en ligne. Je pense à des prestataires bancaires en ligne qui maintenant utilisent la signature Kitchi pour la signature de contrats d'ouverture de compte en banque, en ligne uniquement. Donc, c'est-à-dire que oui, on doit scanner son sa carte d'identité et puis ensuite on doit vérifier, en tout cas fournir une preuve de vie. Et souvent, soit on nous demande de bouger la tête ou des fois on nous demande aussi de réciter quelque chose qui nous est affiché à l'écran. Oui. Ça peut être une séquence de lettres, de mots, de chiffres, etc. Et ensuite, ça, c'est validé a posteriori, logiquement, par des opérateurs humains qui viennent dire, bon, OK, je vois que là, la personne, elle a bien répondu à l'ensemble des exigences qui pourraient correspondre à une signature électronique qualifiée. Donc, dans ce cas-là, je l'autorise. Et voilà, on a fait les 3/4 niveaux de signature électronique. Ça fait beaucoup? Ça fait, ouais, c'est une petite migraine là qui commence à... ouais. Non, C'est non, pas c'est bon, fameux, j'ai mais pas de cerveau, donc ça va. c'est important parce que tu disais tout à l'heure le fait que justement quand tu es un peu enfin, en micro ou en auto-entreprise, on te fournit plein d'informations et tu sais jamais vraiment lequel te concerne ou autre. Et si on vraiment devait le résumer, c'est pour les documents, entre guillemets, donc les contrats, les devis, etc., à faible risque, une SES, ça suffit largement. Ensuite, quand on va Le commencer à standard, une augmenter le signature risque, électronique standard. non, simple, signature électronique simple, pardon, Simple, oui. simple, c'est sûr. Ça, voilà, SES, signature électronique simple. Quand ça va être un Le document qui premier est un peu niveau. plus touchy, notamment des devis qui commencent à plafonner un peu, là, on va partir sur la signature électronique avancée standard. Et quand on va être sur des documents où on ne connaît pas trop le client derrière, bon, logiquement, voilà, quand tu es en auto-entreprise, on n'a pas trop besoin, c'est plutôt à l'inverse. Mm. Quand tu es un prestataire de service et que tu fournis un service où tu ne connais pas tes clients, mais que tu souhaites qu'ils puissent avoir accès à ton service, mais qu'il y a un besoin d'un certain niveau de vérification de l'identité du dit client qui vient d'arriver, là, on va plutôt parler du coup du deuxième niveau de signature électronique avancée. Et enfin, c'est seulement quand tu es une banque, un avocat, une assurance ou autre, et que tu dois faire signer des documents avec un niveau de responsabilité beaucoup plus élevé, alors là, du coup, tu prends la qualifiée. Voilà. Et, du coup, on a parlé un peu du besoin, mais si on est, imaginons, moi, freelancer, euh, je veux m'inscrire à ce type de plateforme, va être le process, à la fois pour moi, mais aussi pour mon client, pour faire la signature? Est-ce que c'est complexe, ça prend du temps, ou il faut fournir je ne sais combien de documents, Alors, ça ou dépend. un PNG, c'est bon. Euh, Oui, si tu veux, voilà, mais ça dépend de plein de choses. En fait, ça dépend de la plateforme, de comment elle a été conçue, de comment elle fonctionne, de comment tu peux t'inscrire dessus, etc. C'est-à-dire que pour les autres plateformes, je peux pas trop parler pour eux, Oui, mais moi, je peux parler de Signatéo, de comment on fait dans le cas de vas-y, fais-toi Signatéo. plaisir. Donc, nous, dans notre cas, n'importe qui, entre guillemets, peut s'inscrire, hein. C'est-à-dire que pour se créer un compte, ça prend quelques minutes. On va tout simplement te demander de vérifier ton adresse mail.
Et puis voilà, donc tu t'inscris, c'est vraiment l'histoire de plus ou moins d'une minute si Google, enfin Gmail, entre guillemets, fonctionne très bien. Mm. Euh, une fois que c'est fait, bah, c'est relativement bête comme chou. Tu vas passer par un processus où on va simplement te dire, OK, bah, tu vas créer une invitation. Tu vas sélectionner qui tu as envie de faire signer. Jean Dupont, Béatrice Martin. On va te demander simplement le niveau de signature que tu souhaites associer à chacun des signataires. Peut-être puisqu'il y en a un, une SEA suffit. Pour le second signataire, une SEA standard suffit aussi. Et ensuite, on va te demander de déposer des documents, donc les documents que tu veux faire signer. Tu prends tes documents, tu drag and drop, voilà. Une fois que c'est fait, c'est un peu l'avant-dernière étape. C'est simplement de dire, bon, j'ai un document qui fait 6 pages, et moi, je veux que bah, le bloc, l'estampe de signature de Madame Dupont, eh ben, soit elle, qu'elle est là, sur la deuxième page, voilà, parce qu'en plus, c'est bien cadré par rapport à mon design et tout. Et puis, pour Monsieur Martin, bon, bah, voilà, deuxième page, parce qu'elle est là, là. Tu as juste à faire le placement des éléments de signature, et ensuite, on passe à la finalisation. On vient simplement juste raboter, si besoin, les derniers petits détails. Bah, je veux que l'invitation, elle s'appelle temps, par exemple, contrat de prestation X. Je veux que l'invitation expire seulement dans une semaine, parce que moi, mon devis, moi, il s'arrête que dans une semaine, mon devis, donc l'invitation doit s'arrêter aussi dans une semaine. Je veux qu'il y ait des rappels automatiques. Je veux que tous les jours, tant qu'elle a pas signé, tous les jours, elle recevra un mail pour dire, ah, oh, tu dois signer quelque chose à Madame Dupont. Voilà. Et ensuite, rajouter d'autres petits éléments. Voilà, c'est du paramétrage, mais c'est dans l'étape de finalisation. On appuie sur le bouton, c'est envoyé, hop, problème réglé. Tout ce processus, normalement, prend moins de 2 minutes. Donc, c'est-à-dire que dans le cas de Signatello, il n'y a pas à passer 4 heures à essayer de comprendre où est-ce qu'il faut appuyer sur les boutons pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Euh, du côté du signataire, moi, en tant que je suis Madame Dupont, dans l'exemple, je reçois un mail pour m'informer que, bah, tiens, Signatello m'a envoyé un mail et puis je vois que bah, il y a le prestataire qui vous invite à signer le document de contrat de prestation avec les devis associés. Dans ce cas-là, bah, je vais cliquer sur le lien. On va me demander à ce moment-là un code de sécurité. Donc, je retournerai dans ma boîte mail pour récupérer le code et le placer dans Signatello. Ensuite, on va me demander de vérifier que c'est bien moi qui suis le signataire. Donc, normalement, vous êtes bien Madame Dupont, j'accepte voilà, ce titre-là et cette présentation-là. Ensuite, on fait lire les documents. Donc, tu dois défiler toutes les pages pour prouver que tu as bien consenti à l'ensemble des documents, du tout premier pixel du haut jusqu'au tout dernier pixel du bas des documents. Putain, QCM. Non, Non. non, non, pas besoin de. À l'article 2.9, quelle était la question du... Non, non, non. Et justement, après, là, on arrive sur la dernière étape. Une fois avoir lu et à l'ensemble du coup des pages des documents, on vient simplement du coup faire le petit swipe de signature pour confirmer. Puis ensuite, c'est bon. L'interface nous dit, voilà, c'est bon, le document est signé. Si tout le monde a signé, vous pouvez télécharger les documents et dossiers de preuve d'un coup. Si tout le monde n'a pas encore signé, eh ben, du coup, on va passer au signataire suivant et le suivant et le suivant. Donc, il y a une signature séquentielle. Et c'est tout, ni plus ni moins. On retrouvera dans notre boîte mail un autre mail nous confirmant que le document a bien été signé. En plus, j'aurai une copie du document signé dans ma boîte mail et une copie du fichier de preuve dans ma boîte mail. Voilà, ni plus ni moins. Et cette étape-là, logiquement, si on retire de l'équation le temps à passer à lire les documents et surtout le contenu des documents, c'est surtout ça qui importe le plus, hein, que le fait de défiler les pages, cette partie-là, pareil, c'est 1 minute, même pas. Donc c'est très rapide. Dans le cas d'une SEA standard, donc il y a une vérification avec numéro de téléphone. Eh ben, juste avant la signature, on me demandera, alors toi, avant de signer, on t'envoie un code sur ton numéro là, et tu vas devoir taper ce code pour être sûr que voilà, tu as bien le matériel sous le main. Et une fois que c'est fait, du Ouais, coup, là, c'est tu faire passes à la avancer un signature. truc en plus. Voilà, il y a cette étape supplémentaire, entre autres. Et du coup, il n'y a pas besoin de créer un compte en tant que signataire ou on est Non, obligé de créer un compte? Ok. justement. En tant que, bah, forcément, quand tu es le freelance et que tu dois faire signer un contrat ou un devis à un client, bon, bah oui, il te faut un compte. À un moment donné, il Oui. y a l'origine de, voilà. Par contre, quand tu es signataire, on n'oblige personne à se créer un compte. C'est-à-dire que même un signataire peut lui-même être aussi utilisateur de la plateforme. Donc là, dans ce cas-là, il faut qu'il se crée un compte. Mais un signataire lambda qui n'a pas envie d'utiliser Signatello autre que pour signer un document qu'on lui a invité à signer, du coup, voilà, il peut le signer sans se créer de compte. C'est tout. Ok. C'est bête, voilà, c'est classique, c'est...
On n'a pas trop réinventé, hein, pour le Non, coup. ça apprécié. Il y a des fois des plateformes Ouais, te pousse qui un peu. forcent un peu à créer des comptes par-ci par-là. Et je sais que parfois dans le processus client, surtout quand c'est pas encore signé, c'est-à-dire que le contrat il n'est pas encore bien consolidé, on n'a pas encore l'argent, bah, on essaye d'éviter autant que possible toute friction, quoi. Et, et voilà. Après, bon, logiquement, souvent dans les process de signature électronique, on sait ce qu'on envoie et à qui on Ouais. l'envoie. Et la personne qui vous envoie, enfin, qui vous envoie un document à signer, vous savez qu'il va vous envoyer quelque chose à signer et la nature du document. Donc souvent, c'est pas non plus la surprise du siècle de recevoir des invitations à signer ou autre. Ça, c'est un peu dans le procédé de la signature électronique. C'est au même titre que si c'était sur une signature papier. C'est de dire, bon, bah, écoutez, je vous envoie, je dis ça à un client, je t'envoie le contrat demain, voilà. Enfin, il sera pas surpris si le lendemain, il reçoit un contrat de ma part. Bah, la logique reste la même. La seule différence, c'est que du coup, nous, on n'oblige personne à se créer un compte pour pouvoir simplement signer un document chez nous. Même pour les niveaux de sécurité plus avancés. Autant pour le Non, premier, moi personnellement, j'ai testé que le premier. Donc, ouais. Non, bah, en fait, peu importe le niveau de sécurité que le gestionnaire de l'invitation souhaite faire réaliser à ses signataires, peu importe. Nous, dans notre cas, on n'impose à aucun moment de créer un compte quand on est simplement signataire. Et logiquement, il n'y a rien dans le sens de la loi qui l'impose, hein. La création d'un compte utilisateur, ça admet et ça appose l'obligation d'accepter d'autres règles, mais sauf que légalement, il n'y a rien qui... voilà. Donc, si rien ne le justifie légalement, nous ne l'impose pas. Pour les autres plateformes, j'en sais rien, et puis c'est pas trop oui, bien mon sûr. problème. Tu vois, s'ils ont envie, ils font, s'ils ont, voilà, Parle bon, de nous, on a toi. fait, mais voilà, nous, voilà, on n'oblige personne, et puis surtout que créer un compte utilisateur, c'est de rajouter du temps, des étapes en plus, de revérifier les adresses mail des signataires, etc. Je veux dire, c'est pas, ça apporte pas plus au gestionnaire, et en plus, ça réduit le temps de signature. Donc, il faut surtout, si jamais le mec, il a déjà un compte, putain, pour signer mon document, mais j'oublie mon mot de passe. Putain, du coup, faut que je. Voilà. Donc, non, ça, il n'y a pas besoin, aucune nécessité. Nous, on vérifie quand même les supports de vérification, adresse mail, numéro de téléphone quand il y a besoin, et puis voilà, ni plus ni moins. Parfaite transition pour une question qui nous a été posée dans le chat. Oh, Est-ce qu'on peut créer un compte avec par exemple, le compte Google, le compte Hotmail, le compte Apple ou alors on est alors. obligé vraiment d'avoir, ne serait-ce que pour la vérification, bah, une adresse email à l'ancienne? En mode, enfin, se connecter en tant que, enfin, ou du moins avec, du Exactement. coup, Google, Facebook, Le ok. au Alors, hôte, je suis pas sûr de le c'est un Oui, c'est un peu tech. ça, le social out normalement. Nous, on le propose pas actuellement, et en- dans la mesure où je travaille activement sur le développement de la plateforme, je vois à peu près sur la vision moyen long terme de ce qu'il pourra y avoir ou pas. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite intégrer. On sait que ça peut perdre, entre guillemets, certains utilisateurs de cette il faut que je définisse mon adresse mail, puis la valider, etc. Mais nous, en tout cas, dans Signatello, on a quand même une très forte sensibilité aux données personnelles et surtout bah, qui les traite. Et quand on active le social auth, souvent, bah, ça veut dire que bah, la plateforme en question que tu utilises pour te connecter avec dans Signatello, nous, on est obligé de leur fournir des informations personnelles. Eux nous fournissent des informations personnelles. Et voilà, on n'a pas la même sensibilité RGPD que des plateformes de médias sociaux que je ne citerai pas. Et voilà. Donc, on n'en a pas et c'est pas prévu. Pour l'instant, on a le côté un peu à l'ancienne. Voilà. Tant que la RGPD s'appliquera à nous, bah, on s'y tiendra, quoi. Ok. Euh, Petite histoire, j'ai eu l'occasion de tester euh, Oui. la, Il paraît, la j'ai vu, enfin, je, plateforme voilà. parce que lors de la création de ce webinaire, signature des contrats, même si je savais que ça valait rien, je pense que c'est aussi peut-être Même avant. un des blocages que certaines personnes peuvent avoir. C'est pas nécessairement de ne pas savoir, c'est cette chose qui fait que je ne suis pas multimilliardaire, qui s'appelle la flemme. Ça joue. Ça joue Ouais. beaucoup. J'ai mis un petit PNG comme j'arrête pas de dire sur un PDF, fortement incité par un logiciel dont je ne dirai pas le nom. Oui, qui commence par un A et qui, voilà, va dans ce. Euh, Bon, voilà. Mais, oui. et on m'a repris, tu avais raison.
Ça ne veut pas dire que je ne t'ai pas insulté de tous les noms, mais tu as raison. C'est très juste, c'est très juste. On a des preuves, on a les messages, le tribunal votera, voilà, à un moment donné, la Et sur chose est le coup, dite. je peux témoigner du fait que c'est assez rapide. Est-ce est-ce que tu penses que ça fait partie de ces choses, de ces a priori, que c'est plus compliqué que ça l'est? Je sais que pour moi, c'en était un. Alors, Je me disais, ça va être compliqué. Et en fait, non. Toi, tu t'es connecté, tu as fait ta tambouille, et puis 5 minutes, c'était fait, quoi. Je veux dire, en c'est principe, ça. encore 5 minutes. On est gentil, mais euh, le problème avec la signature électronique, c'est que c'est un sujet qui est vaste. Ça, c'est pas simplement un petit texte de loi inséré entre 18 bourgades, là. Non, c'est régi par, entre guillemets, trois textes réglementaires. Le premier qui est la loi en France, donc c'est un bon paquet de textes. Le second, c'est au niveau européen avec l'AIDAS, et elle va se conjuguer avec la RGPD. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment trois cycles législatifs qui sont quand même assez importants. Et il y a énormément de règles, de conditions, il y a une structure qu'on doit, entre guillemets, se conformer. Parce que si on ne fait pas les choses correctement, bah, du coup, c'est plus vraiment de la signature électronique. Là encore, la ratification du coup de la deuxième version de l'eIDAS vient encore pimenter cette partie-là, parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui se sont créées qui, qui finalement faisaient de la signature numérique plus que électronique. Donc, c'est-à-dire que des personnes s'abonnaient, payaient pour avoir de la signature électronique et que finalement, bah, ça valait rien parce que ce n'était pas de la signature électronique. Donc, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est très complexe. Et je peux comprendre, parce que même dans mon cas, au moment, avant la création de Signatello et au moment où on travaillait sur ces sujets-là, on finissait une soirée avec un melon comme ça, à ne plus rien comprendre de oui, mais ils ont dit là, sur ce là, il y a la plateforme qui dit que ça c'est légal, mais sauf que là, dans le texte de loi, on nous dit le contraire. Et chacun, chaque prestataire, plus ou moins, chaque service de signature électronique raconte un peu son, son lore par rapport à la signature électronique, justement. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves d'un concurrent à un autre, d'un service à un autre, avec des messages qui sont souvent, bah, en fait, on ne sait pas trop d'où ça vient. On nous apporte des affirmations qui n'ont pas de fondement, et des fois, on nous apporte des textes de loi qui n'existent même pas. Donc, tout ça, ça ne va pas améliorer déjà la compréhension. Nous, on fait quand même un gros travail justement de pédagogie là-dessus, autant par rapport à nos utilisateurs que par rapport aux réseaux sociaux, etc. C'est que euh, il faut quand même vérifier une fois, deux fois, trois fois quand la chose a été dite, mais sauf que vérifier, ça prend du temps. Et nous, on prend ce temps de dire, bah, oh, on vous a dit pendant 15 ans que c'était pas la bonne façon de faire pour cette partie-là, et ça, on vous a dit que c'était la bonne façon de faire, mais plus totalement, les choses ont évolué. Ce qui était peut-être écrit avant, bah, la définition a évolué aussi. Et à un moment donné, on essaie de faire comprendre que ouais, la signature électronique, c'est pas si compliqué que ça. Après, la plateforme joue pour beaucoup. Nous, on a fait en sorte que ce soit simple, que le cheminement pour la personne qui émet une invitation de signature électronique se fasse très rapidement et que pour le signataire, ça soit très rapide aussi. Pour les autres plateformes, ça c'est un autre sujet. Évidemment, on continuera de ne pas en parler, ça c'est leur problème. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, c'est un sujet qui est très compliqué. Et nous, on essaie de faire en sorte que, pas de le rendre plus simple, parce que c'est compliqué de rendre quelque chose de si compliqué plus simple, mais par contre de simplement dire, OK, la grosse synthèse de la chose, c'est arrêter d'envoyer enfin, de mettre des images de signatures dans des PDF via des logiciels quelconques, là, et de considérer que c'est de la signature électronique, c'est pas le cas. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Et c'est pas grave de pas le comprendre. Mais c'est à un moment donné, il faut leur dire que c'est pas bien. Parce que c'est ces mêmes personnes qui, si jamais font face un jour à un litige, eh ben, vont se retrouver un peu, voilà, en peau de chagrin, parce que bon, ils se disent, ah, ben, pour moi, c'était bon, parce que dans le logiciel, il me disait que c'était bon. Il faut aller plus loin aussi, faut fouiller, il faut gratter un peu. Et bon, ça prend du temps, c'est pas quelque chose de très simple, mais voilà, c'est beaucoup de pédagogie, vraiment beaucoup de pédagogie. Et nous, on a la chance d'être accompagné justement avec un cabinet d'avocats qui vient vérifier, revérifier, confirmer, reconfirmer tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que si jamais un jour on commence à sortir, on écrit une dinguerie en brouillon et qu'on envoie ça justement à notre experte, mais oh là, non, non, là j'ai une jurisprudence qui vient dire tout le contraire là, donc vous pouvez pas sortir ça, tu vois. Nous, on fait quand même très attention aux informations qu'on fournit, quel que soit le support, et on s'arrange toujours pour que
entre guillemets, les métaphores ou les simplifications qu'on fait restent et soient compréhensibles, mais surtout restent alignées par rapport à ce qui est écrit dans les textes de loi. C'est surtout ça. Ouais. Pour, euh, pour continuer un peu dans cette simplification et pour montrer quel est l'intérêt, mais aussi quel est le risque parfois euh, potentiel de ne pas le faire, est-ce que tu as des cas concrets bah, de- des gens Qui qui ont ont peut-être signé pas eu avec un pris le toute bon image. niveau ou alors qui ont, oui, qui n'ont pas signé et comment une mauvaise pratique a pu Alors, coûter? nous, ça nous est arrivé. À nous Ah, déjà, avant Signatéo et avant, enfin, plus ou moins en fait pendant Airlab, ça nous est arrivé. Et qu'on avait un client qui était venu enfin, taper à notre porte, et puis voilà, il avait un problème avec son logiciel qui avait décidé du jour au lendemain de plus marcher. Et on s'est retrouvé à ce qu'on appelle nous, c'est des P0, les urgences, c'est que bon, c'est un nouveau client. Si jamais on constate que bah, le problème, on peut le régler quand même relativement assez rapidement. Bon, ben, ok, on intervient, puis on s'occupera un peu de la paperasse après. On fait un peu comme les urgentistes. On va pas commencer à gérer le dossier d'entrée alors que bon, t'as le bras qui est à moitié cisaillé, quoi. Euh, donc, on s'est occupé de la prestation. Ça s'est fait en quelques heures, etc. Et puis, a posteriori, on a fait un peu la bêtise, pardon, on a fait la bêtise, si tu veux, de lui envoyer euh, un, un devis avec le petit contrat qui allait bien. Et puis, nous, il nous l'avait signé comme ça, en une image. Ça, le problème, c'est qu'on lui a envoyé une facture et il n'a jamais payé la facture. Et le problème, c'est que, ouais, bon, bah, on lui fait les relances, mais il a venu à un moment donné, justement, on s'est posé la question de savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, après, c'est pas pour, entre guillemets, beaucoup, il y en avait pourquoi 450, 500 euros dans ces eaux-là. Mais le problème, c'est justement, bah, le client, bah, c'était pas une signature électronique, donc c'est-à-dire que nous, quand on allait voir une avocate pour lui dire, bah, écoutez, on veut juste récupérer cette somme, bon, elle n'est pas non plus prohibitif, quoi, mais on voulait juste, voilà, c'est sur le principe. Et le problème, c'est qu'elle nous disait, mais ouais, mais c'est quoi la preuve que ce document a bien été signé par ce client? Et là, on était là, avec mon associé, à se dire, mais, ouais. ah merde, euh, bah, c'est quoi la preuve que c'est bien lui qui l'a signé? Bon, bah, on était un peu ouais, voilà, sur le fessier. Et puis on s'est rendu compte que, bah, on a un peu merdé parce qu'en voulant, entre guillemets, aider trop rapidement un nouveau client qui venait de s'intégrer, bah, en fait, on n'a pas respecté notre schéma standard. Donc maintenant, on fait un peu plus attention. Et du coup, voilà, on a perdu 500 balles. Bon, après, c'est une expérience de vie. Nous devons tomber dessus. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Et c'est aussi ça qui a été. Alors, c'était pas vraiment l'élément déclencheur, mais ça nous a un peu plus conforté dans l'idée que, euh, ouais, on aurait dû passer par une plateforme de signature électronique et on l'avait pas fait. Et là, bon, si on avait pris enfin, une plateforme, ça nous aurait sûrement coûté plus cher que ce que le client nous avait demandé, hein, honnêtement. Et donc voilà, ça, c'est un cas qui nous est arrivé, en tout cas à nous, donc Collable. Et pour un autre cas, souvent, c'est parce que je discute beaucoup justement avec le cabinet d'avocats qui nous accompagne. On parle beaucoup comment dire, de fun facts. Genre de se dire, ah, tiens, en fait, Adrien, j'ai un client qui m'a dit ça et tout. Je suis tombé sur un truc où il y a une consoeur ou un confrère qui m'a parlé de ça la dernière fois au café, etc. Et en fait, c'est que il y a tellement de fun facts de ce genre, d'événements de ce genre, en fait, qui se produisent tous les jours. Genre, à la fin de l'année, j'aurais de quoi écrire 5 bibles de tout ce qui a pu arriver. Voilà, c'est pas moi qui aurais Bah, été. Voilà, mais oui, mais histoire de dire, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Le dernier cas de Maître Benoît, justement, qui est l'avocate en question, elle a aussi communiqué dessus, si je ne me trompe pas, sur LinkedIn. En gros, c'est que pour la signature d'un contrat, bah, elle avait envoyé, enfin, plutôt, elle avait simplement envoyé le contrat qui devait être signé électroniquement, mais sauf que le dirigeant qui avait un profil ingénieur, hein, pourtant, euh, bah, il a imprimé, il a gratouillé sur chaque feuille, il a scanné, puis il l'a envoyé. Donc c'est un document qui faisait à peu près 11 ou 12 mégas déjà, et sur laquelle, du coup, Maître Benoît lui a dit, ben, non, enfin, du coup, c'est bien gentil, mais c'est pas une signature électronique, quoi, votre truc. Et le problème, c'est que si jamais elle avait continué, bon,
bah, c'est pas sans risque. Et c'est-à-dire que quand, en tant que client, on signe des trucs, en tant que client, j'entends, hein, quand on doit signer des documents, mais que bah, c'est pas une signature électronique, le problème, c'est que autant le prestataire peut se retourner contre vous, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que si moi, je suis prestataire et que je fais signer un truc, mais qui n'est pas signé électroniquement à mon client, le client peut se retourner contre moi et simplement dire, bah, c'est pas moi qui l'ai signé, votre truc. À un moment donné où j'étais pas, comment dire, j'étais pas consentant pour le signer. Donc, du coup, bah, ce contrat, moi, je veux le rendre caduc. Et d'un point de vue du tribunal, la question, c'est surtout de savoir, bah, ok, mais c'était quoi la preuve qu'il y a bien eu un consentement de la part du client, qu'il a lu toutes les pages, que c'était bien ce client-là. C'est ça qui va les intéresser au tribunal. C'est pas le reste. Donc voilà. Voilà. On sent l'amertume là. Parce que ça joue. Après, voilà. C'est un détail. Un profil bon, dont je fais partie, mais je sais que d'autres personnes aussi de la communauté font partie, c'est parfois les gens qui travaillent avec l'étranger. Euh, Oui. sur, sur la... Est-ce que lorsqu'on s'inscrit à une... On va dire, on a trouvé notre plateforme qui est conforme en France, il n'y a pas de problème, on est réglo là-dessus. Est-ce que, je ne sais pas, si on reste dans l'Union européenne, ou alors si on va encore plus loin, à partir de quel Alors, moment il faut se dire, là, il faut que je commence à tout re-regarder ou peut-être prendre un truc local? Ou même, est-ce que ça alors, fonctionne? Parce que du coup, c'est de l'international. Est-ce ouais. que... C'est pas quand il faut faire attention? bidirectionnel. Voilà, c'est que par exemple, les documents, les plateformes de signature électronique américaines, sans les citer là encore, qui ont été conçues sous le scope de la loi américaine, n'a logiquement, si ce n'est pas, si on ne parle pas de signature électronique, hein, mais n'a logiquement aucune valeur en France, dans ce Ah, sens-là. oui. Je sens, Ali, que tu as fait signer des contrats de la part Aux de... États-Unis, non, mais je Non, pense à des gens. voilà, tu penses à des gens. Bah, ces gens doivent se sentir un peu concernés. Euh, Dans le sens inverse, donc là, quand on parle de l'Union européenne vers les autres pays, je prends les États-Unis parce que bon, c'est le plus gros continent à côté. euh, L'Union européenne a une tendance à avoir beaucoup de lois, de réglementations et législations et souvent beaucoup plus poussées. Bon, non, pas du tout, hein, beaucoup plus, beaucoup plus. Donc, ça veut dire que nous, en fait, on vient placer des standards qui sont à un niveau quand même relativement suffisamment élevé par rapport aux voisins. Donc, c'est-à-dire que une signature électronique qui est conforme à l'AIDAS, donc au niveau du territoire européen, bah, le sera aux États-Unis. Parce qu'en fait, on surpasse d'emblée, si tu veux, les standards de sécurité, de vérification de machin en Europe. Donc, en fait, on les surpasse. De facto, bah, du coup, c'est-à-dire que nos signatures sont valides dans ce sens, donc Europe vers États-Unis. Dans le cas de Signatello, par exemple, nous, la signature électronique qu'on propose à nos clients, elle est valide partout en Europe. Et vu qu'on respecte les standards bah, de l'Union européenne, du coup, ça nous rend aussi bah, valides aux États-Unis, de facto. Ça, c'est notre cas. Il y a certains services, voilà, qui, là encore, chacun est juge de l'observer un peu à son bon vouloir. Nous, on a audité certains des services qui existaient déjà et qui existent encore, et souvent, soit ça se limite à la valeur de la signature électronique américaine, du coup, qui n'a aucune valeur en France et aucune valeur sur le territoire européen. Et souvent, ça n'a même moins de valeur que les États-Unis. Donc, c'est-à-dire que c'est encore pire que le pire, quoi. Donc, ça a son importance. Et pareil, selon la typologie, donc c'est-à-dire que, admettons, si le prestataire est américain, mais le client est sur le sol européen, euh, nécessairement, déjà, il devra respecter la RGPD, mais surtout, du coup, il devra se pencher sur une solution de signature qui est valable dans l'Union européenne, même si la société est située aux États-Unis. Et dans l'autre sens, eh ben, ça marche pareil, quoi. Hmm. Donc, c'est-à-dire que bah, si ton client il est aux États-Unis, soit tu peux baisser, entre guillemets, la solution de signature pour t'accorder avec la loi américaine, mais sauf que toi, ta société, elle va être en Europe. Donc, du coup, de facto, il vaut mieux prendre une solution européenne. Au moins, tu es sûr que tu es tranquille dans tous les cas, quoi. Donc, par sécurité, il vaut mieux, au- en plus de vérifier quand même s'il n'y a pas des petites subtilités, je sais pas, dans certains pays peut-être,
prendre la Oui. plus... Disons que l'Europe reste une valeur sûre dans le cas de la signature électronique. Donc, et c'est pas parce que justement c'est une valeur sûre et qu'il y a beaucoup de prépondérance seulement sur le plan législatif que forcément ça coûte plus cher et que c'est beaucoup plus contraignant. Alors, on t'a fait la preuve, si tu veux, avec Signatello, c'est que non, on se conforme à quand même beaucoup de règles. Et toi, en tant qu'utilisateur de la plateforme, bah bon, t'as pas plus senti que c'était compliqué. Voilà. Donc, comme quoi, si on fait les choses bien, ça se sent, quoi. Et ça ne crée pas de friction pour nos utilisateurs et surtout pour les signataires. une question dans le chat. Si quelqu'un envoie un devis signé par email, un PDF, on n'a strictement rien. On n'a pas de process, on n'a pas, c'est un PDF. Moi, Il est... de ce que j'ai compris de nos discussions, pour l'instant, Vas-y, on va faire un petit ça test. pue. En fait, ça dépend, il a été signé, vous me dites par mail, mais c'est quoi le genre de signature? C'est une signature numérique? C'est quoi? C'est où simplement je réponds dans le corps du mail, je suis d'accord, je signe? Un truc comme ça? Le PDF est signé. Est-ce que, Ok, le par exemple, PDF. est-ce qu'il y a une différence entre si on peut prouver que c'est un scanner, par exemple, d'un papier, Ouais. je voudrais dire qu'ils sont plus un original, papier. C'est plus un original, techniquement. S'il a été scanné, c'est plus un Oui. original, c'est une copie numérique. Alors, si il a été signé à la main, ou peut-être même D'accord. tamponné, ce genre de choses, À la main, on ouais. le scanne et on te Mhm. l'envoie. Est-ce que D'accord. ce document, pour toi, il Bah a une tu, valeur? tu m'auras envoyé une très belle copie d'un document signé, mais une copie, c'est pas l'original. Donc, du coup, logiquement, non. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que bah, la personne qui a émis ce devis et la personne qui l'a reçu soient dans la même pièce, ait créé deux copies de ce même document et ait signé respectivement la copie de l'autre. Mais bon, s'il y en a un qui se situe en Poitou-Charentes et l'autre en Belgique, voilà, ça va peut-être pas se faire au même moment. Donc c'est là que la signature électronique peut intervenir pour réduire les délais. Mais dans le cas que tu me présentes, techniquement, bah, tu m'as juste transmis une copie d'un document qui a été signé. Tu ne m'as pas transmis le document signé. Sinon, tu aurais fait un pli en envoi postal. Bon, bah, j'aurais eu l'original en deux copies, mais j'aurais dû moi-même signer, puis j'aurais dû te renvoyer en pli postal, du coup, la copie, entre guillemets, mais ce qui reste un original. Et non pas une simple copie une copie numérisée, quoi, simplement. Bon. Donc oui, ça a une valeur qui est proche voilà, quoi. Hum, voilà. Et une autre question, quelqu'un qui dit, bah, il y a 15 ans, Il fait passer en février euh, la Lille, hein, non, Tu veux nous avouer que... non, question pertinente, que tu as plus ou moins mentionné le point, et je trouve que le point est intéressant. Il y a 15 ans, on envoyait par fax un truc, c'était signé, c'était renvoyé, tout ça, ça suffisait. À quel moment, est-ce que je sais pas s'il y a 5 ans, il y a 10 ans, est-ce qu'il y a un événement qui a fait que bah, ces papiers qui avant, peut-être n'étaient pas, mais du moins paraissaient légaux, maintenant ont perdu cette valeur juridique et à quel moment il y a eu ce switch et pourquoi? Alors, c'est un... Je n'aurai peut-être pas toutes les réponses toutes les questions, hein, Il n'y a littéralement, pas de là, que tu as problème. dénoncées. Mais par Il y en a contre, 30. ouais, bah voilà, mais sur ces 30, je peux peut-être y répondre avant, à mon avis. Dans le cas des fax, télécopieurs, je sais pas selon comment on les appelait à l'époque, mais dans le cas des télécopieurs, ça revient un peu à l'exemple de justement ce qu'on t'a posé comme question. Si j'envoie un document scanné comme ça et signé à la main, mais scanné puis envoyé par mail, le résultat est à peu près proche, à la différence que sur certains scanners, enfin plutôt fax, télécopieuse, à une époque, ils avaient rajouté un système de chiffrement dessus. Donc, c'est-à-dire que seule la personne qui était de l'autre côté du bout de la chaîne respectif, et en plus de ça, apporter la garantie que bah, c'était bien lui qui était à la possession de pouvoir dire bah, je tape mon code personnel pour que la page s'imprime, et où je tape mon code personnel pour que la page s'envoie, par exemple. Là, il y avait un début de tunnel un peu de chiffrement qui, bon, était pas le truc le plus sécurisé du monde, mais c'était un peu les prémices d'un début de forme de signature électronique parce que ça te donnait déjà à l'époque l'assurance que bah, la copie que je viens de recevoir avec une signature, même si ça reste une télécopie ou un fax, ça veut dire aussi que c'est bien la personne de l'autre côté
qui en est l'auteur, parce que je vois bien que le code, ou du moins, voilà, il y a un échange de clés, une vérification. Mais je sens que voilà, c'est Monsieur Dupont qui a validé au moins que je l'ai reçu ce document. Donc ça vient forcément de son bureau et pas de celui de quelqu'un d'autre. Il y a eu un début de ça. Bon, le problème, c'est que bah, la technologie se rattrape assez vite et que du coup, on peut casser assez rapidement du coup, les clés de sécurité des télécopieuses. Mais il y a un ersatz, tu vois, ça a créé un petit truc déjà à ce moment-là. Bon. Ensuite, falsifier un document, c'est très facile. Genre que souvent, mais nous dis pas oui comme ça, voyons, c'est terrible, comme ça, on va donner des idées aux gens là. Falsifier Méchant un Didier. document en 2025, c'est aussi facile que de le falsifier en 2020 que ça l'était en 2015, qu'en 2010, qu'en 2000, bref, euh, les années 1520 avant Jésus-Christ. Euh, c'est, comment dire, si jamais moi je dois, admettons demain, je sais pas, moi signer, enfin je contractualise pour louer un appartement, on va me demander bon, bah, des documents pour justifier de ma situation financière, pour justifier que bah, j'ai bien une banque, pour justifier, voilà, bon, j'ai un ensemble de documents. Sauf que le propriétaire derrière, il ne va pas s'amuser. Souvent, c'est rarement le cas. Et encore, d'autant plus qu'il n'en a pas toujours le droit d'appeler la banque pour vérifier que est-ce que ce RIB, c'est bien le tien. Déjà, il faut s'assurer que la banque souhaite répondre là-dessus. Pour les fiches de paie, il faut appeler un numéro de téléphone qui pourrait, entre guillemets, correspondre à celui sur la fiche de paie. Donc, du coup, il faut appeler l'entreprise en question. Euh, c'est tout plein de processus de vérification que bah, souvent le propriétaire doit faire, mais souvent ne le fait pas. Alors, il part juste au principe que tu m'as donné une fiche d'imposition, les trois dernières fiches de paie, je vois qu'il y a un RIB et une carte d'identité. Bon, bah, moi, je prends ça un peu comme argent comptant, et puis ensuite, bon, bah, si jamais le logement vous convient, on signe. Mais ce dossier, il peut être créé de toutes pièces. Photoshop, Word ou autre. Déjà, maintenant, il y a des solutions, même depuis Canva, assez récemment, Figma, Sketch, peu importe les solutions de PAO qu'on peut utiliser dorénavant, mais c'est pas compliqué voilà, si j'ai envie de faire un RIB, bon, bah, je fais un petit tableau, je remplis ou machin, plus ou moins tout, n'importe quoi. Si derrière, plus ou moins, j'ai la chance et l'assurance que la personne ne va pas revérifier ce qu'il y a dessus, il va juste se contenter de dire, OK, bon, ça c'est un document, ton machin, etc. Voilà. Donc, falsifier un document, c'est pas quelque chose de très compliqué. Surtout dorénavant, et notamment grâce à l'IA qui a rajouté maintenant une petite, un peu, il a lancé un beau jeu de dés aléatoire, histoire de dire, ouais, maintenant, de trouver une image vraie d'une image fausse, déjà un peu plus de courage. Euh, Dans le cadre de la signature électronique, justement, mais il y a pas il y a plus ce problème. C'est-à-dire que ce document, si jamais on voit que l'émetteur, c'est bien l'entreprise Martin Dupont, parce que ça a utilisé le certificat de Martin Dupont, bah, ça ne peut venir que de lui et de sa société. Ça ne peut pas venir de Canva, ça ne peut pas être sorti d'une IA ou autre, peu importe. Une IA n'est pas capable de faire de la signature électronique. Une IA peut avoir accès à des outils de signature électronique si on lui en donne le contrôle, mais là encore, euh, l'IA ne pourra pas falsifier un document qui a été signé électroniquement, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des barrières de sécurité à l'entrée où tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Si demain, je prends pour l'exemple les fiches de paie que reçoit chaque salarié en France, étaient du coup d'emblée donc générées par les services RH et signées électroniquement. Donc, c'est-à-dire que d'emblée, toi, en tant que salarié, tu vas recevoir une fiche de paie qui a été signée électroniquement avec le tampon de la société. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, en tant que salarié, si demain tu souhaites fournir ces justificatifs pour bah, la signature d'un bail locatif, par exemple, eh ben, le propriétaire n'aura plus besoin d'essayer de vérifier si les fiches de paie semblent cohérentes, si elle n'a pas été falsifiée, etc. C'est-à-dire qu'elle aura simplement à voir que le document a été signé électroniquement et que le nom sur le cachet correspond bien au nom qu'il y a sur la feuille, donc au nom de la société. Et voilà. Et là, tu viens de t'économiser des dizaines d'heures de recherche, de trouver les numéros, d'appeler des gens ou de ah ouais, mais cette image, je suis pas totalement sûr, etc. Voire même de l'idée de certains de dire bah, je prends ce document, je le mets dans ChatGPT, puis je demande s'il a été falsifié. Bon, voilà, ça c'est une autre catégorie de décision, un peu, voilà, un peu, voilà. Bon. Mais c'est un peu l'avantage, c'est que tout document qui est émis euh, dans le cadre d'une signature électronique et qui a été signé justement a cet avantage de bah, si jamais il est modifié, pouf, on le sait. Si quelqu'un veut essayer de falsifier un document mais qui n'a pas cette signature électronique, bon, bah, on le sait aussi en fait à un moment donné. Donc ça vient rajouter un niveau de sécurité et surtout un niveau de confiance.
qu'on n'avait pas avant. C'est vrai qu'avant, les gens avaient un peu peut-être plus confiance en l'être humain. Bon, depuis peut-être un peu moins, mais ça veut aussi dire qu'on demande des garanties de plus en plus solides à chaque fois qu'on rencontre des gens et qu'on leur demande des choses ou qu'on attend quelque chose de. Et ça, c'est quelque chose que vraiment nous apporte la signature électronique. Donc, c'est assez pratique. Alors, par contre, de là à tirer l'origine même de pourquoi la signature électronique, bon, à un moment donné, c'est en France, hein. Les prémices de ça, c'est nous, voilà, c'est très franco-français. Et ça a été déposé encore, c'est vraiment un dossier qui date des années ouais, 1996. Enfin, c'est vraiment, voilà, ça date, hein, c'est pas quelque chose de. Mais il faut le Ouais. temps. Là, il y a sa mise en place, il y a la définition de la norme, il y a la construction Ah, technologique, on a le ensuite il temps faut là. aussi l'appliquer. Voilà, donc ça, c'était en 80, 92, 96, 98. Hein. Entre-temps, il y a eu le l'EIDAS qui est arrivé donc qui a vraiment donné qui a sonné je sais pas, le la à l'ensemble des pays du territoire européen. Et après, ça s'est étalé. Après, de là à savoir que pour X ou Y raison, qu'est-ce qui a justifié que peut-être un jour quelqu'un s'est fait un peu usurper son identité, que sais-je, voilà. Et c'est notamment arrivé sur la phase où les télécoms, j'entends le développement d'Internet, a commencé à exploser. Hein. On est sur la même tranche de, voilà. C'est que bon, Internet est passé de militaire à quelque chose de beaucoup plus public. C'est dans ces eaux-là qu'ils se sont dit, ah, mais attends, à un moment donné, il y a peut-être des gens qui vont s'amuser à falsifier des infos, donc il faut peut-être aussi qu'on se prépare. Et du coup, c'est là que ça a commencé, que c'est né, tout simplement. Mais il y a peut-être un truc à gratter historiquement là-dedans. Ça pourrait être intéressant que juste comme ça, histoire de la culture Je veux personnelle, mon comme on nom dit. sur l'article de blog. Oh, tout de suite. Non, mais en vrai, ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est tout ce que je dis. Il y a peut-être, mais il y a peut-être matière. Voilà. Peut-être qu'on apprendra des trucs. Donc, et pour terminer, si les gens devaient retenir, ou si tu devais donner une leçon sur un, ton parcours entrepreneurial, et deux, sur la signature Oh électronique, là. Oh qu'est-ce là. que ce serait? Elle est compliquée ta question. Ah, moi, Que j'en moi je ai donne déjà des une pour sur ton conseils. parcours. Attends, attends, que moi je donne des conseils sur mon parcours à moi. Ou un truc à retenir, une leçon que tu as appris. Leçon que j'ai appris. Oh, on peut se planter, c'est pas grave. Genre, factuellement, on peut se planter. Mais ça s'applique à tout. Ça, j'ai envie de dire, c'est quand tu achètes une baguette, t'achètes pas la bonne baguette de pain à la boulangère. Bon, c'est pas grave, tu reviens le lendemain, t'achètes une baguette. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat, c'est que tu te plantes, mais c'est pas la fin du monde. Il y a toujours ce délire de genre, ouais, faut pas se rater, faut faire un truc super carré, faut toujours préparer, anticiper, machin, truc. Bah, s'il y a personne qui meurt à la fin de cette décision, on s'en fout, non? Enfin, je veux dire, bon, peut-être qu'on perd de l'argent, mais bon, c'est pas la fin du monde, tu vois? Et que bon, c'est-à-dire qu'on ne bosse pas dans un hôpital, tu vois? Moi, si je rate le matin, j'ai pas pris la bonne décision en supprimant un mail parce que bon, j'étais fatigué, bon, personne va mourir de côté de la fin de la chaîne de la décision. Donc, je me dis, on peut se planter. On apprend comme ça, en fait, tout simplement. Donc, faut pas se prendre le chou. Nous, on s'est pris le chou avec la législation par rapport à la signature électronique, à la RGPD et tout le machin. C'est bon. Genre, à un moment donné, on peut faire des erreurs. Si jamais ça arrive, bon, au pire des cas, on se fera taper sur les doigts en nous rappelant que, ah, attention, là, vous avez peut-être dit un truc, mais c'est peut-être pas bon. Oui, mais bon, on fait déjà très attention à ce qu'on dit, on se filtre beaucoup, on fait très attention à ce qu'on publie. Si jamais un jour il nous arrive de faire une petite erreur, ça sera pas la fin du monde. Donc, c'est-à-dire qu'on corrigera le tir et puis on avance. C'est tout. Donc voilà, c'est mon conseil sur l'entrepreneuriat. Ce que disent souvent mes parents en me regardant. Fait regarder, on a Oui, fait une non, mais, erreur, mais. oui, mais ils ont inventé, tu vois, t'es là, et c'est une bonne chose. Non, mais il faut Ah, rester mais ils l'ont positif dit dans hier la vie aussi, donc. aussi. Mon Dieu, c'est terrible. Non, voilà, c'est histoire de. Il n'y a jamais, Et tant sur qu'il la n'y a pas mort signature d'homme. électronique. Un truc à retenir sur la signature électronique. Pour les entrepreneurs. Bon, prenez Signatello. Moi, tu vois, ça c'est court, les gens retiennent, tu vois. Faut Ça, c'est le rester deuxième. humble. Mais un truc, c'est que les entrepreneurs arrêtez de se foutre des images de signatures dans des PDF sur des logiciels quelconques pour ensuite l'envoyer dans un mail. Et ne scannez pas une signature. Enfin, peu importe que on s'en fout de Signatello dans cette partie, c'est pas quelqu'un d'autre, hein, notre plateforme, tant qu'elle est legit et qu'elle fait bien son taf. Mais moi, ce qui va plus m'importer, c'est surtout que les gens comprennent. Nous, on a fait une plateforme mais c'est pas tant pour nous. Tu vois, on l'a créée parce qu'elle était issue de notre expérience personnelle.
Mais ça veut dire aussi que, putain, mais chaque année, il y a des gens qui sont plus ou moins, voilà, à voir par le système et un peu entubés parce que, bon, il y a des clients qui n'ont pas joué réglo, etc. Que, bon, on a un besoin de niveau de confiance qui est comme assez élevé à un moment donné. Et voilà, il y a des erreurs qu'on a expliquées là dans ce webinaire, mais voilà, ne faites plus signer à l'ancienne, tu vois. Prenez un outil, peu importe lequel, mais faites, voilà, sautez le pas. À un moment donné, si ça vous sauve pas les miches maintenant, ça vous le sauvera demain. Voilà, c'était une belle conclusion de finir sur les miches. Mais ça, c'est un petit détail. Tu peux en faire ce que tu veux. Ouais. Mais Et voilà, puis la question, c'est. si les gens veulent te retrouver ou retrouver Signatello, où est-ce qu'ils peuvent, Alors déjà, que les comment gens ils veuillent peuvent me retrouver, c'est un peu inquiétant cette phrase, je trouve. Voilà, pour ma sécurité personnelle. Mais sinon, pour ouvre le la reste, fenêtre, je suis là. ouais, voilà, c'est ça inquiétant. C'est très inquiétant. Alors, on peut simplement me retrouver. Moi, je donne toujours notre site internet signatello.com parce qu'à un moment donné, on met toujours nos encarts LinkedIn. Donc, c'est-à-dire que si on veut nous retrouver sur LinkedIn, bah, tu peux le parcourir depuis le site internet. On fournit toujours tout dans le site internet. Donc, voilà, allez sur signatello.com, il y aura toutes les réponses à toutes vos questions. Et si bah, c'est pas le cas, il y a un formulaire de contact et on est disponible pour répondre. Voilà, basique. Euh, Merci beaucoup, Adrien. Adrien. Merci Ali. Oh, Je suis c'est repris. blasphème, c'est honteux. C'est Euh, honteux. T'as le droit de m'appeler Alaï, si tu veux. Ah là, eh bien, Euh, non, mais pas du tout, c'est pas équivalent du tout. Non. Comment vas-tu à l'eau? Dites-moi. euh, je retiens. La vengeance va Euh, taper sur mes doigts. Mais Merci d'avoir participé merci. à ce premier webinaire. Et Bah, on merci de espère se m'avoir donné revoir une l'occasion prochaine fois. de participer à celui-ci. Et puis, il y aura sûrement d'autres sujets à venir sur le hub. Donc, j'ai un peu hâte aussi de découvrir ce que tu vas nous proposer de beau un peu dans ta petite souplette là. Donc voilà. Merci, merci. Merci. Allez, bonne soirée à vous. À toi aussi. Salut.